Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. Le 28 février 2017, le musée au recueil, qui sera consacré aujourd'hui pour sa partie artistique, c'est-à-dire maintenant, tout de suite et sans attendre, à l'artiste et mon camarade David Lynch. Voilà. Ma camarade Piquet-Cou va vous en raconter une bien bonne sur sa vie. Mon histoire vraie, un bouquin qu'on a lu tous les deux de David Lynch, écrit par David Lynch. Voilà. Ouais, en fait, c'est en voyant une bande-annonce de film un peu documentaire sur la vie de David Lynch et sa création, toi, tu as eu envie d'y aller. Moi, j'étais un peu hésitante et finalement, tu l'as vu et je suis allée le voir après. Et ça nous donne prétexte à une émission qui permet justement d'aller fouiller un peu dans qui était David Lynch, parce qu'on le connaît principalement comme cinéaste, mais en fait, il est bien plus qu'un cinéaste. En fait. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Donc j'ai trouvé en bibliothèque deux bouquins, dont un qu'il a écrit, qui s'appelle Mon histoire vraie. Donc je pense que ça, c'est un peu avec une joke par rapport au film qu'il a fait sur une histoire vraie, là, sur cet homme qui traverse les États-Unis. Et là, c'est une suite il raconte son début, ses inspirations, comment il travaille. Donc je vais en lire quelques lignes. Donc dans l'introduction, ce qu'il dit: les idées sont comme les poissons. Si l'on veut attraper un petit poisson, on peut rester près de la surface de l'eau. Mais si l'on veut attraper un gros poisson, alors il faut descendre plus en profondeur. Dans les profondeurs, les poissons sont plus vigoureux et plus purs. Ils sont immenses et abstraits, et ils sont très beaux. Moi, je cherche un certain type de poisson qui a une grande importance à mes yeux, un poisson que je puisse transposer au cinéma. Mais dans le fond, il y a toutes sortes de poissons, des poissons pour le commerce, d'autres pour la pêche sportive, qu'on attrape puis qu'on relâche. Il y a des poissons pour tout. Chaque chose, tout ce qui existe émane des profondeurs. Ce niveau, la physique moderne l'appelle le champ unifié. Plus votre conscience s'élargit, plus vous vous enfoncez vers cette source, et plus le poisson que vous pourrez attraper sera gros. Mes débuts ont été des plus normaux. J'ai grandi dans le nord-ouest des États-Unis. J'aimais peindre et j'aimais dessiner, et je me disais souvent à tort qu'une fois adulte, on cessait de peindre et de dessiner pour se consacrer à des choses plus sérieuses. J'étais en classe de 3e quand ma famille s'est installée à Alexandria, en Virginie. Un soir, sur la pelouse devant la maison de ma petite copine, j'ai rencontré un gars qui s'appelait Toby Killer. Au cours de la conversation, il a dit que son père était peintre. Sur le coup, j'ai pensé qu'il devait être peintre en bâtiment. Mais en poussant un peu plus la discussion, j'ai compris qu'il était en fait artiste-peintre. Cette conversation a changé ma vie. J'envisageais plus ou moins une carrière scientifique, mais là, soudain, j'ai su que je voulais devenir artiste-peintre. Je voulais vivre la vie d'artiste. Au lycée, c'est en lisant The Art Spirit, l'esprit de l'art, de Robert Henry, que j'ai eu l'idée de mener une vie d'artiste. J'entendais par là me consacrer à la peinture, m'y consacrer pleinement, en reléguant tout le reste au second plan. C'était le seul moyen, estimais-je, d'aller suffisamment au fond des choses pour faire des découvertes. Dans cette optique, tout ce qui vous détourne de la voie de la découverte ne fait pas partie de la vie d'artiste, qui est fondamentalement synonyme de liberté. Ce qui semble, je pense, un brin égoïste. Sauf que ce n'est pas nécessairement égoïste. Cela signifie seulement qu'il faut du temps. Bushnell Killer, le père de mon ami, disait souvent: pour 1 heure de peinture, il faut avoir 4 heures devant soi. En gros, c'est la vérité. On ne se met pas à peindre comme ça de but en blanc. Il faut s'asseoir, se concentrer, réfléchir un tant soit peu avant de se lancer et d'accomplir les bons gestes. Et puis, toutes sortes de matériaux doivent être prêts. Il faut par exemple fabriquer le châssis sur lequel on monte la toile avant de la mettre dans le cadre. Ça peut prendre beaucoup de temps de préparer sur ce quoi on va peindre. Ensuite, on se met au travail. Il suffit d'une idée de départ pour s'y mettre, car pour moi, ce qui vient après relève du processus d'action et de réaction. Il s'agit toujours d'un processus de construction puis de destruction. Dans ce qu'on a détruit, on découvre quelque chose. Et c'est à partir de là qu'on se remet à construire. La nature joue un rôle gigantesque dans cette dynamique. Le fait d'assembler des matériaux rétifs, comme lorsque l'on expose quelque chose au soleil, ou lorsqu'on utilise des matériaux antagonistes, provoque en soi des réactions organiques. Il s'agit ensuite de prendre du recul et d'étudier ce qui se passe. Étudier, étudier, étudier. Et soudain, on bondit de sa chaise, on repasse à l'action et on attaque l'étape suivante.
c'est le principe de l'action et de la réaction. Mais si vous savez que vous devez être quelque part dans une demi-heure, il est peu probable que vous réussissiez à pousser ce processus jusqu'à son terme. Par conséquent, la vie d'artiste, c'est la liberté de s'octroyer du temps pour que les bonnes choses arrivent, ce qui ne laisse pas beaucoup de temps pour autre chose. Oui, alors là, je dois dire que moi enfin longtemps j'ai professé, je professerai encore longtemps, je suis pas professeur, mais j'ai professé aussi, je veux dire. Bon, la spontanéité, ça doit être le moteur de la création. En cela, je suis assez proche de la démarche de Dubuffet, qui est un grand libérateur. C'est un grand timonier, quoi. Voilà, qui a écrit 3 bouquins magnifiques là-dessus, sur la création. Mais, à la lumière obscure donc de ce que raconte David Lynch dans ce bouquin et dans le film qu'on a vu, dont on vous parlera tout à l'heure, eh bien, lui, il laisse une grande place à la méditation, à la réflexion. En fait, je suis quand même d'accord, et peu à peu, je me contredis moi-même. Je crois que quand il dit, par exemple, que s'il doit peindre, s'il a 1 heure pour peindre, qu'il lui faut 4 heures après, il faut 4 heures de plus pour arriver à faire son travail, à le commencer en tout cas, c'est vrai. C'est vrai que le temps compte énormément dans la création. On a toujours peur, on se dit que il faut se bagarrer contre le temps, il faut forcer le temps. Non. Si vous faites ça, vous êtes à peu près sûr de faire d'énormes conneries, ou en tout cas de gaspiller du temps. Voilà. Et là, c'est marrant parce que arrivé maintenant à ce stade de ma vie, je dois dire que j'ai l'impression de redevenir un jeune étudiant et de redécouvrir la démarche à suivre, ou la marche à suivre, quoi, qui est tout à fait différente de celle que j'ai pratiquée jusqu'à présent. Voilà. Mais c'est vrai que cette histoire de temps pour la création, c'est très très important, parce que je l'ai expérimenté et je pouvais pas mettre un nom dessus, évidemment. Je me disais, putain, mais magne-toi, mais fous-toi un doigt dans le cul. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est pas très élégant tout ça, mais bon, c'est des réflexions qu'on se fait. On n'y met pas trop de préciosité, si on peut dire ça comme ça, voilà. Et que, de Dubuffet, dont je ne nie pas du tout, je retourne pas ma veste, hein, je crois que c'est très important de découvrir, si vous voulez, Dubuffet, découvrir ses écrits, etc., qui privilégient évidemment la spontanéité, le hasard, toutes ces choses-là. Mais en allant, parce que Dubuffet dit, vous savez rien, vous savez pas quoi foutre, commencez à attacher votre support, et puis vous voyez, ça viendra tout seul. David Lynch, il s'assoit dans le fauteuil, il faut dire le fauteuil, un chouette fauteuil, et puis il pense, il réfléchit, il médite, il cherche. Et puis au bout d'un moment, il se décide, il commence à attaquer son support si c'est une peinture, évidemment, et si vous voulez, pour faire ça, il faut pas qu'il ait un rendez-vous dans la demi-heure qui suit. Voilà, il faut qu'il ait du temps. Et ça, moi je suis content parce que enfin je peux, si vous voulez, comment dirais-je, enfin en tout cas je suis rassuré, je suis pas complètement brinzingue. Moi j'avais toujours l'impression qu'il me manquait du temps, que je pouvais pas, en commençant ou en travaillant, me dire que là je devais faire quelque chose après, que ceci, que cela, que je devais faire la cuisine ou que je devais, je sais pas, c'est ce qu'on fait quand on est célibataire, quoi. Voilà, qu'on a tous cogné, qu'on n'a pas une fée domestique. Bon, voilà. Non, c'est très important ce que vient de lire Piquet-Cou, parce que c'est, pour des artistes en tout cas, ça peut être, si vous voulez, ça peut les aider en tout cas à se dépatouiller de trop de questions, trop d'introspection, trop d'interdits, etc. Ouais, alors c'est vrai que Lynch passe beaucoup par la méditation. Il a découvert la méditation il y a 33 ans. Donc lui, transcendantal. Voilà, il médite 20 minutes le matin, 20 minutes le soir. Ouais. Mais dans le film, justement, moi j'ai apprécié il en parle, il l'évoquait pas du tout. Et c'est, enfin, on reparlera de ce film. Pour moi, ce film est vraiment un film sur l'acte de créer, sur le processus de création. C'est en ça aussi qu'il
qu'il est passionnant, en dehors d'être intéressant sur l'œuvre de David Lynch. Oui. C'est sur la création d'une manière générale, quand on passe d'un support à l'autre, qui se raconte. Je trouve qu'il y a une énergie dans ce film qui donne envie après de travailler, quoi. Tout à fait. Bien que, si vous voulez, perso, je suis toujours un petit peu lambinet, je suis pas toujours au fait des choses. J'ignorais totalement que David Lynch était un artiste peintre, praticien. On a entendu parler de David Lynch pour Elephant Man, Bebop et Lula, ou je sais pas quoi, quelque chose comme ça, ou qu'est-ce qu'il y a comme autre film, je crois. Il a une filmographie importante et il a eu beaucoup de succès, populaires. Mais bon, puis voilà, mais artiste peintre en tout cas, je ne savais pas. Et là, je l'apprends grâce à ce film justement qui passait au Méliès à Montreuil. Et voilà. Voilà encore un boulevard à arpenter. Et puis ça a pas, c'est prometteur. Ouais, parce qu'on va reparler un peu de son œuvre picturale, mais effectivement, on n'a pas besoin d'être un aficionado de son travail cinématographique pour avoir du plaisir à voir ce film. On peut passer complètement à côté de son travail de cinéma, c'est pas un problème du tout, quoi. Non. On reste concentré sur tous les arts plastiques et c'est important. Oui, mais le Canard enchaîné, on a parlé quand même dans sa rubrique cinéma, mais il l'a mis complètement en dernière position en disant que c'était plutôt un film réservé à ses fans. Moi, je suis pas fan du tout de David Lynch. J'avais même vu jamais aucun de ses films parce que c'est Piquet-Écou qui m'a traîné pour regarder, je sais plus quoi là. C'est Laure et Lula. C'est Laure et Lula, voilà. Et d'ailleurs, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas voulu aller jusqu'à la fin parce qu'il y a quelque chose qui me gênait dans ce film. Voilà. Et c'est tout ce que je voulais dire. Un peu en fin de compte, c'est encore Piquet-Écou qui m'a encore perverti avec ses. Non, je déconne. Non, je veux dire, bon, elle apprécie beaucoup certains films de David Lynch. Moi, j'en ai même pas vu un et je suis pas du tout converti. Ouais, en tout cas, nous, on va parler aussi beaucoup de son travail de peintre. Voilà. Et parce qu'on verra ce qu'on va raconter, il n'a pas été que peintre. Effectivement, c'est quand même un artiste multicarte. Et moi, il a d'abord été peintre avant d'être cinéaste. C'est venu après sa passion pour le cinéma. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't mean my baby. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't mean my baby. Bebop Lula, she's my baby. Well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the team. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't mind my baby. Bebop Lula, she's my baby, my baby, my baby. Let's rock! She's the one with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells more. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't mind my baby. Bebop Lula, she's my baby, my baby, my baby. Let's rock again now.
Bebop Lula, Jane Vincent. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans public. Et nous sommes le 28 février 2017, il pleut. C'est l'émission Arakai, consacrée pour sa partie artistique à David Lynch. Et à une superbe leçon de rock and roll par ma camarade Piquet-Cou. J'aurais bien aimé avoir une caméra, parce que là, je suis sûr que Cécile, elle aurait été folle si elle avait vu ça, je peux te dire. Bon, voilà, et tout de suite, je la laisse, elle a un peu récupéré, là, oui, bon, quoi qu'elle a pas besoin vraiment de récupérer, elle est en forme, une forme olympique, hein, de danseuse de rock. Je vous en prie, ma Voilà, chère. donc on va commencer un peu par faire une bio un peu classique de David Lynch. Alors il est né en 1946, il est né dans le Montana, aux États-Unis, au sein d'une famille presbytérienne. Son père est scientifique, il travaille pour l'US département d'agriculture et sa maman est professeure d'anglais. Donc il est l'aîné d'une fratrie de 3 enfants, il a un frère plus jeune et une petite sœur, et il passe une enfance plutôt heureuse, il joue avec les enfants du quartier, il s'amuse à prendre des bains de boue dans une mare, il a des parents bienveillants, des parents aimants, et Lynch n'a pas souvenir d'avoir assisté à des scènes de ménage familial. Bon. Il fait des jeux autour de la guerre. La guerre est encore toute proche, donc elle est présente dans les jeux d'enfants. Il s'invente des pistolets, des armes. Et la famille déménage fréquemment à cause du travail du papa. Donc là, il voit des paysages nouveaux qui vont nourrir son imagination. Et là, la famille finit par s'installer à Philadelphie. Et des événements plus inquiétants viennent assombrir un peu ses jeunes années. Il a souvenir quand il joue dehors avec son frère, par exemple, de l'apparition d'une femme nue qui arrive la bouche en sang et qui vient s'effondrer en larmes à ses côtés. Donc il va croiser aussi dans son voisinage des femmes un peu étranges, déglinguées. Et ça va être des portraits qu'on va retrouver un peu dans ses films ou dans des séries de nus qu'il va dessiner, quoi. Donc sa maman est consciente de la créativité de son fils et elle refuse de lui acheter des cahiers de coloriage parce qu'elle pense que ces cahiers de coloriage vont brider son imagination. Donc lui se nourrit aussi des paysages tristes et sombres de Philadelphie. En même temps, il grandit, il a une adolescence qui est un peu perturbée, il a des fréquentations qui sont qu'on appellerait des mauvaises fréquentations, il boit, il ne va pas vraiment à l'école. Et c'est par la rencontre du père donc d'un de ses amis, Bushnell Killer, qu'il réalise en fait ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il peut faire de la peinture son métier. Donc là, il va partager son atelier et il va pouvoir se mettre enfin au travail. Donc il a un ami, c'est un autre artiste peintre qui s'appelle Jack Fisk. Et avec lui, effectivement, il va découvrir le bonheur des vies qui sont dédiées à l'art. Donc il suit des cours aux Beaux-Arts de Boston, mais les cours sont ennuyeux. Et il faut reproduire ce qui est enseigné, pour pouvoir réussir les examens de fin d'année. Donc avec son ami Jack Fisk, il décide de partir en Europe pour 3 ans, suivre les cours d'Oskar Kokoschka. C'est un peintre expressionniste autrichien. Ouais. Donc les deux larrons, finalement, reviennent au bout de 2 semaines. Ils ne trouvent pas ce qu'ils pensaient trouver en Europe. Donc les voilà retournés aux États-Unis. Alors Lynch en fait a une petite amie, donc il y a un premier mariage. Il aura une petite fille qui s'appelle Jennifer. Et là, il va après le travail sur toile, il va commencer à faire du cinéma d'animation. Quand en fait il dit qu'un jour il est dehors, il regarde une de ses toiles, il y a du vent et il a l'impression que ça bouge et il se dit mais en fait il faut que j'arrive à faire bouger l'image, ce qui va lui permettre de basculer dans le cinéma d'animation. Et il fera un premier petit court-métrage qui s'appelle Six Men Getting Sick, 6 hommes devenant malades. Et il va remporter une bourse d'études cinématographiques. Et c'est là qu'il va déménager pour se retrouver à Los Angeles, où là il va bénéficier d'un logement. Il aura les caves d'une super résidence à Beverly Hills. Et c'est dans ces caves qu'il va commencer qu'il va monter son premier film qui s'appelle Eraserhead. Et c'est un des films qui est un film autobiographique en fait. Donc le film est mené à terme malgré le désaccord de sa famille. Lui va divorcer, il a des difficultés financières, donc il faudra 5 ans pour que ce film soit terminé.
Et ce qu'il aime beaucoup quand il est à Los Angeles, qu'il parle toujours, c'est de cette lumière, et de cet environnement qui lui donne de l'énergie. Voilà. Donc après tout ce premier film, il va faire une carrière cinématographique jusqu'en 2007 où il filme son film Inland Empire. Et là, c'est un film qui ne va pas très bien marcher et ça va être pour lui l'occasion en fait de retourner aux arts plastiques et à des courts-métrages. Alors que le premier, il avait bien marché. Oui, le premier a été un succès. Après, justement, Mel Brooks lui a proposé de travailler sur Elephant Man. Après, il a fait des films plus connus comme Blue Velvet, Mulholland Drive qui a eu un gros succès, Sailor et Lula, je dois encore en oublier, mais effectivement, donc il y a tous ces films. Alors, il y a un univers particulier dans ces films, qui est un univers qui est toujours un peu, qui mélange le rêve, l'étrangeté, il y a un peu d'humour, enfin, mais au cinéma, David Leitch est capable de faire tous les métiers, hein, c'est un fabuleux meneur d'acteurs, mais il peut être aussi monteur, mixeur, décorateur, scénariste, ingénieur du son. En dehors du cinéma, il a fait aussi de la musique. On le voit dans ce film-là, il fait de la musique sur un synthétiseur. Il a sorti deux CD. Il a fait une bande dessinée aussi, qui a un format de comic strip avec des bulles de dialogue qui changent d'un épisode à l'autre. Oui, pendant 8 ans, ça a duré son aventure BD. Ouais. Ah oui, oui. Ouais, ça a duré longtemps. Il a fait quoi ? Il a fait de la publicité. Bon, ça, c'est pas quelque chose qui me plaît beaucoup. Faire de la publicité quand on a cette notoriété, je trouve ça toujours un peu dommage. C'est depuis ça qu'elle est certains chanteurs français que je ne nommerai pas. Je supporte pas que les personnalités connues aillent se pervertir dans la publicité. Ils ont vraiment pas besoin de ça. La publicité représente tout ce que je hais, tout ce système capitaliste que je déteste. Donc là aussi, il a fait donc la publicité, il a fait, il a un peu tous des courts-métrages, donc il a de la photographie aussi beaucoup, qu'on peut voir dans son film, il y a beaucoup de photos. Ouais. Photos noir et blanc, photos couleur, enfin c'est assez, comment dirais-je, riche, enfin d'interprétation, etc. Ouais, il y a eu pas mal d'expositions en fait de son travail pictural. Hein. Nous, on est passé à côté à ce moment-là, c'est dommage. On est habitué à passer à côté. Il y avait une grande exposition à la Fondation Cartier. Enfin bon, ça, j'en parlerai peut-être tout à l'heure quand on parlera. Mais ça, on n'y serait pas allé de toute façon. Ouais. Mais ça, on en reparlera quand on parlera de son travail pictural. Il a fait aussi des expos, Galerie Lafayette, machin. Il a travaillé pour IRFM, mais ça, c'est pas. Enfin bon, c'est agaçant. Quoi. Oui, c'est agaçant. Oui, ça le fait un petit peu dégringoler dans l'estime de Mathieu Margade. Pas de peau, hein, David. Mais là, effectivement, ce qu'on voit dans ce film, en fait, il se raconte, les souvenirs viennent, et ce qui démarre comme un film qui pourrait être un film un peu classique c'est un doc, hein. Sur un doc. Oui, mais en fait, il y a beaucoup d'émotions, et lui, se révèle quelqu'un de sincère, de pudique. Il en rajoute pas. On le voit. Il travaille. Donc, il a sa petite fille, parce qu'il a eu, il s'est marié 4 fois. Il a 4 enfants. Et là, sa dernière petite, qui s'appelle Lula, elle a quoi, 2-3 ans dans le film, en fait. Adorable, et elle est à côté de lui. Alors, on imagine, c'est merveilleux, hein, pour un enfant de pouvoir se promener comme ça dans cet atelier, dessiner avec son papa, de toucher les matériaux. Son papa qui pourrait être son papy. Hein. Bon, oui, non, mais c'est bien. Ça fait penser à un peu à Picasso avec ses petits lardons. Ouais. Voilà, bon, écoutez, c'était bon. On parlait de ça à propos du film, non ? Ah non. Non, oui, la bio, c'est du bouquin. Tu veux parler, non ? C'est sa vie, ce qu'il raconte un peu dans ce film, et c'est intéressant de voir justement comment il a commencé effectivement par les arts plastiques avant de faire du cinéma. Oui, il a fait des études d'art plastique et il avoue que c'est un gros coup de peau pour lui d'avoir gagné ce concours. Il était absolument persuadé qu'il n'avait aucune chance, et puis il a reçu un coup de téléphone au bout d'un bon bout de temps en lui disant ça y est, bon, et c'est ça qui lui a permis en fait de devenir un cinéaste tel qu'il l'est devenu, avec aussi un autre truc, une résidence d'artiste, comme l'expliquait Picou, qui est là aussi, qui est le résultat d'un concours aussi, enfin un postulat, je sais pas comment on l'appelle. Voilà. Ouais, ce qu'on comprend aussi, c'est qu'il a jamais roulé sur l'or. Apparemment, il raconte quand même qu'à chaque fois, il travaillait pour financer ses projets, et que même si sa famille était plutôt aimante et bienveillante, en fait, tu racontais l'anecdote la dernière fois là. Ah oui, son papa vient le voir.
vient le voir à Philadelphie, depuis la Virginie, c'est pour un petit voyage quand même, hein, je crois. Et il habitait dans un quartier assez pourri, une baraque assez pourrie aussi. Et David Lynch emmène son papa à la cave où il avait commencé une installation de son travail. Voilà, et alors il descend, il était vachement content parce que son père veuille bien venir voir son travail, pour lui c'était vraiment encourageant. Et puis en remontant de la cave, alors son père fait pas de commentaires, puis en remontant de la cage, incidemment il se retourne vers son père pour lui dire quelque chose, il voit la tronche de papa, et la désolation, le découragement qui s'inscrivait sur sa figure, voilà. Et arrivé donc au rez-de-chaussée, à son papa qui lui dit, tu sais David, il me semble que ça serait bien que tu te maries pas, que tu n'aies pas d'enfant. Voilà, parce que pour le papa, un homme, vous voyez, comme vous l'expliquez Piquet-Cou, c'est des presbytériens, c'est pas des rigolos, ils peuvent être très gentils avec leurs enfants, aimants et tout, mais enfin bon, ils ont une certaine rigueur, voilà, et pour avoir des enfants, ben, il faut gagner de l'argent, il faut pouvoir les élever, etc., etc. David Lynch, la manière dont il vivait, c'était pas. Et le père, quand il voit, surtout, c'est le père, il a vu dans le travail de son fils quelque chose de diabolique. Voilà. Alors pour un croyant presbytérien, le diabolique, hein, c'est pas vraiment le pied. Hein. Ouais, il faisait des tests, c'est ça. Il y avait des animaux en décomposition. Voilà, il y avait plein de choses un peu glauques comme ça. Ah oui, c'était assez difficile pour papa, quoi. Voilà. Et alors manque de peau, c'est que la suite de cette histoire, c'est que David Lynch, il n'était pas au courant, mais sa nana lui dit que peu de temps après qu'elle était enceinte, et donc, et paf, il a eu un lardon. Voilà, non, c'est une anecdote, mais qui en dit long quand même. Mais quand même, papa lui donnait les raisons pour lesquelles il ne devait pas avoir d'enfant, mais en même temps, c'était des parents très tolérants, puisqu'ils ont accepté quand même. Ils ont toute leur vie suivi le travail de leur fils, comme son frère, comme sa sœur. C'est une famille qui est restée tout le temps unie, derrière lui en tout cas. Battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Till my legs felt like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Ain't no angel gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this skin. The night is falling, I'm lying awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia?
c'était Streets of Philadelphia, les rues de Philadelphie par Bruce Springsteen. Oui, et vous êtes toujours, évidemment, enfin si vous venez d'arriver, je vous le signale, sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maîtrise, sans publicité, de la Fédération anarchiste elle-même, toute seule, et sans personne pour l'aider. 28 février 2017, l'émission Arakai, consacrée, encore une fois, pour sa partie artistique à David Lynch. Et tout de suite, évidemment, on va parler on va faire des commentaires, évidemment, sur des commentaires artistiques, si on peut dire, hein, et je vais vous l'introduire. Ah non, là, c'est la démolition du Sacré-Cœur, faut pas que je m'embrouille, parce qu'ils vont dire, là, il vient complètement gaga, le pauvre mec. David Lynch, que c'est au Cinoche qu'on s'est connus. Lui, il a un doc sur lui, moi, spectateur. Puis Chico aussi, d'ailleurs, mais on n'était pas le même jour au Cinoche. Qu'on voit sa vie se faire, un petit parcours depuis l'enfance jusqu'à maintenant, que c'est un vioc. Il est vioc maintenant, il a 70 balais, oui. Et ça commence, il est tout petit mignon. Voilà, un petit blondinet, là, dans le Montana. Je pense que c'est le Montana, oui. Et puis après, il a émigré évidemment jusqu'en Californie, mais en passant par Philadelphie avant. Vous voyez, la péloche en noir et blanc, de la péloche en couleur, dans ce doc, dans une piole un peu crade, avec sa femme et leur bébé, puis dans celle d'aujourd'hui qui fait baver d'envie de la squatter. Hein, puis Kiko m'a dit la vache d'hôtelier qu'il avait le mec. Il peint, il bricole, des formats en contreplaqué qu'il perce, barbouille à la main en étendant la pâte en couché, pèse sur le support, avec lequel il engage une sorte de baston. Oui, parce que c'est pas, hein, il a quand même une relation charnelle vraiment avec les œuvres en cours. Hein. Ce qui ressemble à du latex qu'il étire et triture, ça c'est ce que j'ai vu, jusqu'à ce que le résultat lui convienne, ce que j'ai vu et qui m'a un petit peu interpellé. Voilà. Alors tout ça c'est dans les suppositions évidemment, puisqu'on n'est pas dans sa tête tout à fait. Il ajoute d'autres matériaux, évidemment, à ses œuvres, aussi improbables que cette espèce de boule de gomme, une sorte de Rambérol Yankees, et des remugles de sous-terre dans son œuvre de Basquiat, qui se ramènent leur tronche de faux d'herche dans la surface déjà au complet. Alors, faut que ça se pousse, hein, une peinture transport en commun, ou ce que le chauffeur de bus vous gueule de pousser vers le fond. Il n'y a pourtant plus de place, n'importe, on se pousse. On peut, à la sortie du Cinoche, se demander, ce que je me suis demandé, qu'est-ce que j'ai regardé. Là, j'étais vraiment perplexe hein, quand j'ai pris mon 115. Et on se rentre dans son petit intérieur propre, sur lui toujours dans une sorte d'incertitude. C'est moi qui me rentre dans mon petit intérieur propre sur lui. Hein. Enfin, pas toujours, mais de temps en temps quand même. Hein. Plus rien ne se ressemble dans mon petit intérieur qui doit être tout propre théoriquement. On n'est plus chez soi, on est resté dans le doc sur ce peinturlureur improbable, marqué au fer, comme un veau de l'année que le vacher brûle pour pas le paumer. Et la douleur ne s'apaise pas. Je vous cause même pas de ces films. Snow de Guélante. Pour fans de Stolibrius qui regarde le monde d'une drôle de manière, et qu'il recrache dans sa barbouille, dans ses films, dans son écriture, sa calligraphie, tout rabiscoté, mâchuré, éclaté, déchiré, écrabouillé. Et quand je vous érute ce salmigondi, je ne fais qu'une tentative dérisoire d'exorcisme. Je vais retrouver un petit quelque chose de mes pauvres certitudes qui ont été vraiment pulvérisées. Que je crois pourtant, en faisant cette manche, que je suis sur le trimar pour un bon bout de temps. Et si d'aucuns chantent qu'il ne change rien à l'affaire, je vous le dis d'heure au chef de gare, Isgour. Mais oubliez ces paroles de rien. Faut risquer pour espérer de grappiller de la connaissance quand même. Hein. Voilà. Et ce mec, ce David, en refile à ceux qui n'ont pas le trac de se cramer la couenne. Faut voir, entendre, lire ce que son passage sur cette vieille peau de monde va laisser en héritage. Et même pas peur aujourd'hui devant nos yeux chassieux, rien pour leur rendre la clarté. Sauf ici, là-bas, ailleurs, des pistoleros, des Lynch qui se donnent pour que nous autres, hein, voilà, nous soyons épargnés par la GN, un vœu pieux. Pas mal les étrennes. Puis il y a Piqueco qui a biglé cet embrouille aussi. Et ne ressent pas le bousin à la ressemblance de ce que j'ai éprouvé. C'est étonnant ça.
Je trouvais qu'elle a une vision du bonhomme et de son taf plus juste, mesurée que la mienne. Ça l'a moins retournée, je crois. Mais déjà parce que je travaille pas la matière non plus. Moi, j'étais spectatrice. J'ai vraiment vu quelqu'un qui crée. J'ai beaucoup aimé son travail. Il est sans arrêt. Enfin, on le voit en activité, qui effectivement, comme tu dis, qui manipule cette espèce de latex qui l'entoure des. Je sais pas ce qui met en dessous, mais il en tortille. On le voit travailler la ferraille. Il fait il écrit un mot et après il le met sur un visage comme une paire de lunettes. Il a sa perceuse. Il a tout son matériel. C'est vrai que c'est enthousiasmant de voir ça, quoi. Et comme on revient en permanence donc sur tout ce qu'il a pu faire, il y a aussi toute l'écriture qu'il y a dans son œuvre, avec une calligraphie qui est très sympathique, un script très très agréable. Ouais. Enfantine, hein, mais il y a quelque chose dans son écriture. Ouais. Et c'est quelqu'un qui a quand même touché à tout. Il raconte, enfin on le voit d'ailleurs, qui travaille. Donc il a pu travailler aussi bien sur des serviettes en papier qu'il récupérait dans un petit restaurant du coin. Il disait qu'il y avait un distributeur en métal et là il pouvait prendre autant de serviettes en papier qu'il voulait. Donc il a dessiné sur ces serviettes en papier. Il a été tous les jours dans ce petit bistrot pendant 10 ans. Ouais, il a travaillé sur les paquets d'allumettes, là, les petites boîtes en carton, là, je sais plus comment ça s'appelle, qu'on ouvre, en fait, qui ont une trentaine d'allumettes les unes à côté des autres. Et ça, il disait que quand il n'y avait pas trop de briquets, quand il devait être sur un tournage de film aussi, il avait ses boîtes d'allumettes et donc il en faisait plein de dessins. Il dit qu'il peut faire des diptyques, justement, parce que c'est en 2 parties. Ouais, c'est des pochettes, au fait, oui. Oui, c'est ça, ces petites pochettes, les petites pochettes d'allumettes. Alors sur ces serviettes en papier, je crois qu'il travaillait principalement au stylo à billes ou je sais pas au feutre, parce que et qu'il aimait bien la texture aussi de la serviette en papier. Il a travaillé pas mal sur des papiers qui n'étaient pas forcément des papiers de grande qualité. Non. Il n'a pas toujours eu des toiles, déjà parce qu'il n'avait pas les moyens d'avoir des toiles grand format. C'est peut-être pour ça qu'il payait sur du contreplaqué, ça coûte moins cher. Ouais. Et il travaille aussi, alors il y a toutes ces peintures, là on en voit quand même quelques-unes qui là sont des grands formats et qui sont, comme on pourrait dire, un peu... il y a de la matière, quoi. C'est organique, il y a... Ouais, et puis il y a des rajouts d'objets, etc. Si, ça fait penser vraiment à Robert Hall. Ouais, ça fait vraiment penser à Robert Hall. C'est sûr que moi ça m'a pas quitté de tout le film. Il y a par exemple... Alors il s'inspire de ce qu'il raconte des moments de sa vie qui l'ont un peu marqué, qui ressortent petit à petit tant dans son travail pictural que après dans ses films. Mais par exemple, je pense au tableau qu'on a pu voir où c'est un homme qui a la bouche ouverte et qui a une balle et là il marque un temps sur le en fond de toile et en fait cet homme était dans le hall d'une banque et il y a tant de secondes qu'il vient d'être tué justement par balle. Donc il a la cravate, je crois, qui part un peu de travers et il est pile en train de s'effondrer. Et Lynch raconte qu'il avait visité une morgue et que justement il avait peut-être imaginé comment les gens étaient morts. Quelle avait été leur mort pour arriver là. Donc ah oui, non, il a cette espèce de... Enfin, il a tout... Dominique, vous parlez de perceuse, mais il a tout un tas de matos électriques, ponceuses, etc., scie électrique, etc., etc. Justement, pour bricoler, c'est un bricoleur, quoi, voilà, il n'y a aucun doute. Il se sert de matériaux improbables, de matériaux de récup, quoi, voilà, comme c'est bien connu, mais pour les utiliser, pour imager justement les images qu'il y a dans ces grands formats, voilà. Mais il est aussi, on le voit, il a des gants en latex bleu là, et avec ses gants, il barbouille, il étale de la barbouille sur. Voilà, on a l'impression c'est un petit peu comme les gamins qui font des pâtés de sable, quoi. Il a l'air de jouir de sa patouille, quoi, si on peut dire. Voilà, c'est quelqu'un. Mais il y a beaucoup de temps de méditation avec un clope à la bouche là dans cet immense fauteuil. On pourrait quasiment en faire un 2 pièces cuisine, quoi, son fauteuil. On sent que c'est vrai qu'il n'est pas dans le, comment dirais-je, dans l'excitation de la création, pas le mec qui va dans tous les coins, qui se disperse, etc., et qui crache plus son truc. Non. On sent que c'est vraiment médité, même en travaillant, il travaille d'une manière
posé, il travaille pas, il a pas l'air d'être excité, quoi. Ouais, quelqu'un qui finalement maintenant aime bien être seul, hein, effectivement, réfléchir dans son fauteuil, créer, être seul, fumer. Ah ouais, oui, non, il est. Voilà, c'est, si vous voulez, c'est une leçon de peinture. En même temps, ça m'arrive de dire ça quand on voit des films d'artistes, enfin des films sur des artistes. Ça a été le cas pour moi avec justement Robert Hall, mais c'était le cas aussi avec comment dirais-je, celui qui faisait des projections, c'est peintre américain. Pollock. Pollock, oui aussi, Pollock. Il y en a d'autres, hein, voilà, des films qui sont parfois des fictions, mais qui sont parfois des docs avec l'artiste, quoi, comme c'est le cas avec Robert Hall. Ouais. Mais là, on apprend vraiment, on apprend, si vous voulez, dans l'intimité de la création. Si soi-même c'est pas nécessaire d'être un créateur soi-même pour apprécier ce documentaire, mais quand on est créateur, je pense qu'on apprend, voilà. Et apprendre, parce que maintenant on n'a plus les moyens d'aller fréquenter les ateliers de ces gens-là, comme ça se faisait à la Renaissance ou jusqu'à la fin du 19e siècle, hein, peut-être au début du 20e. On allait chez Cormon, on allait chez ces gens-là, voilà, pour apprendre du maître, si vous voulez, la pratique, pour devenir soi-même praticien. Et ben là, à l'aide d'un film comme ça, on peut devenir quasiment, on se sentir comme un élève de David Lynch. Voilà, on apprend dans son intimité ce que c'est que la création, en tout cas. Et ça peut vraiment, je crois, en tout cas, aider beaucoup d'artistes à réfléchir un peu sur sur eux-mêmes, sur le travail, sur le pourquoi ils le font, comme David Lynch, qui tout le petit c'est souvent le cas, remarquez, j'ai encore jamais, ici à part peut-être pour Dubuffet, je sais pas, enfin en tout cas, souvent les artistes dans leur bio, ils ont commencé, si vous voulez, ils avaient 4-5 ans, ce qui est le cas de Lynch, quoi. Mais le cas de beaucoup d'artistes, comme c'est que la vocation, si vous voulez, elle arrive vraiment très très jeune dans les métiers artistiques, dans la création, quoi, voilà. Et là aussi, alors évidemment, c'est pas pourquoi. Là, la question peut se poser. Il y a l'histoire du don, mais est-ce que c'est vraiment toujours le don ? Mais pourquoi si jeune ? Pourquoi si jeune on est attiré si jeune vers des professions qui sont aussi, on peut le dire quand même, au quotidien, assez difficiles, quoi. Sauf pour quelques gagnants du loto des arts plastiques, quoi, qui très jeunes, comme c'était le cas de Buffet, par exemple, ont été milliardaires, voyez-vous. Et puis, est-ce que le fric, c'est le juge de paix de la création ? C'est pas sûr. En tout cas, nous, on n'est pas sur ce trip, en tout cas. Ouais. Puis, est-ce que c'est finalement une chance ? C'est pas sûr non plus. Non. Ça reste encore à savoir, quoi. Et donc oui, on le voit travailler sur plein de choses. Et il y a aussi toute une série de dessins qu'on voit dans un autre bouquin que j'ai emprunté, où c'est des dessins qui sont un peu des dessins d'enfants. Donc très simple, très stylisé, avec des couleurs primaires, hein, des jaunes, des rouges, et qui effectivement à chaque fois font référence à des scènes de son enfance, de ce qu'il a pu voir. Et il y en a une, là c'est une peinture auquel je pense, là c'est une peinture qui est un peu sombre avec du bleu, et en fait le bleu fait comme une forme un peu de triangle, et il dit que c'est l'État d'Idaho, là il habitait à Boise dans l'Idaho, et c'est de là je pense qu'il a gardé les meilleurs souvenirs de sa jeunesse, donc il représente très souvent la forme de cet État. Après il y a une espèce de maison à côté avec des petites lumières qui peuvent être aussi des lettres. Donc il y a tout revient régulièrement dans son travail, quoi. Oui, il a introduit aussi, mais je pense que c'est pas le seul, mais il a introduit aussi dans ces grands formats sur bois, il a percé, il a mis des lampes, des ampoules rouges qui s'allument, etc. C'est ce désir, si vous voulez, d'animer, en fait, de faire bouger l'immobilité d'une œuvre picturale, quoi, la transformer en quelque chose de plus vivant, voilà, ce qui l'a conduit, comme l'a rappelé Piqueco tout à l'heure, à faire de l'animation, voilà. Et ça, moi j'avais un jeune ami qui était plutôt l'ami de mon fils, et qui faisait de la 3D, si vous voulez, sur ordi, et il m'avait proposé une fois d'animer une de mes peintures.
Et j'avais refusé parce que je trouvais ça miraculeux, magique plutôt. Et il m'avait montré des exemples de ce qu'il avait déjà fait, mais il me le faisait gratos, hein, comme ça, pour le plaisir. Et j'ai refusé parce que c'est des heures, mais des dizaines d'heures, pour pas dire des centaines d'heures pour animer quelques minutes quelque chose d'inanimé, et j'avais refusé. Mais j'avoue que ça pouvait être. J'ai déjà vu des peintures qui s'animaient, et ça c'est assez miraculeux, quoi. On a quelque chose de figé qui d'un seul coup commence à prendre vie, voilà, à prendre du volume, à se déplacer. C'est quelque chose de miraculeux, oui, pour moi en tout cas. Et donc je crois que Lynch il courait un peu après ça quand même. Et c'est étonnant d'ailleurs qu'il ne s'est pas servi de l'image 3D pour animer ses peintures. Ouais, alors c'est vrai dans les artistes qu'il aime bien, il aime bien Bacon, ça on peut le comprendre facilement. Je crois qu'il aime bien Hopper, il aime bien le Caravage. Et ce qu'on retrouve et aussi, Van Gogh. Ouais. Et on retrouve aussi cette frénésie de peindre, c'est-à-dire que même quand à un moment il travaillait il faisait de l'imprimerie parce qu'il devait gagner sa vie, donc il rentrait, il peignait tard, quoi, il peignait jusqu'à pratiquement, il peut peindre toute la nuit. Oui, bien sûr. Oui, non, il est quand même possédé, on doit dire. C'est pas vraiment. C'est pas un dilettante, quoi, de la peinture comme il y en a beaucoup, ou de la création comme il y en a beaucoup, parce que beaucoup pensent que être artiste c'est c'est faire de la frime, mais pas du tout. Et les artistes qui restent dans l'histoire de l'art, c'est des immenses travailleurs, voilà, c'est des gens qui sont possédés donc par leur métier, et ils peuvent pas arrêter de gesticuler, quoi. C'est vraiment la marque des grands créateurs, quoi. Ouais. Alors il y a eu plusieurs expositions Lynch ces dernières années. Donc oui, il y en a une à la Fondation Cartier en 2007. C'est le bouquin de l'expo que j'ai pu trouver en bibliothèque et emprunter. Une expo qui s'appelait The Air is on Fire. Il a quelque chose avec le feu. Hein. Le feu est un élément vraiment récurrent dans son œuvre. Enfin, on le voit bien au cinéma, on le voit aussi dans le film. Puis c'est vrai qu'il est toujours en train de fumer. Donc il y a toujours ce moment de cigarette là, d'incandescence là. Donc il y avait cette grande exposition à la Fondation Cartier, mais il y en a eu aussi une au FRAC d'Auvergne, et là ça devait être ce que j'en ai vu en vidéo, c'était ses lithographies, et ces lithographies sont géniales. Enfin, donc il a aussi travaillé la pierre. Hein. Donc de toute façon lui il raconte que donc en Auvergne il y avait 75 dessins et estampes, et il dit qu'en fait chaque médium effectivement a son langage, donc porte vers une certaine forme de création. Hein. Il y a eu une exposition à la Maison européenne de la photographie en 2014. Donc là, il y avait une quarantaine de ces photos en noir et blanc. Hein. Et ça, on retrouve son monde, donc sa vision du monde qui est à la fois onirique, qui est surréaliste, et donc avec aussi toujours un peu d'étrangeté. Enfin, c'est ce qui peut être inquiétant aussi dans la ville. Et il y a eu une exposition au musée de l'Estampe à Gravelines. Là, donc là, il travaillait justement, après la Fondation Cartier, il avait découvert les anciens ateliers Mourlot, rue de Montparnasse, c'était des ateliers de gravure. Hein. Et c'est là qu'il a réalisé donc des lithographies et qu'il a fait des montages photos. Donc il a travaillé à Paris. Eh ben oui, apparemment, il travaillait rue de Montparnasse à Paris. C'est étonnant qu'il ait autant de relations avec ce pays, puisque c'est vraiment l'Américain pur jus. Non, c'est un gros, donc un travail à découvrir. Hein, donc sur ce gros bouquin de la Fondation Cartier, on voit beaucoup de son œuvre, que ce soit des photos, mais pas récentes. Pas récentes. Et ce qui est dommage, c'est qu'on voit pas les œuvres peintes qu'on voit dans le film, qui sont assez sublimes dans le film quand même. Quoi. Tout à fait. C'est un peu regrettable. Quoi. Non, mais en même temps, je suis assez, comment dirais-je, non, il faut pas que je dise des choses qui vont te fâcher. Enfin, je suis très étonné que tu aies adhéré de cette manière à l'œuvre de ce peintre, parce que c'est pas fastoche. Hein. Là, je veux dire que ça me bluffe un peu. Mais tel qu'il se raconte, il y a une cohérence justement, parce que cette personne qui a réalisé le film connaît bien Lynch, donc ça, il pouvait se livrer avec pudeur, mais en même temps sincérité. Et comme il y a à chaque fois des vieilles photos, il y a des courts-métrages, en fait, tout est très cohérent, et ça nous parle, en fait, ça nous parle complètement.
Bien, parce que moi je suis pas sorti dans le même état d'esprit que toi du Cinoche. Hein. C'est curieux ça. Ouais, mais en même temps, moi, comme on savait qu'on allait travailler dessus, j'avais revu, donc je me suis fait une séance de Mulholland Drive. C'est un film qui m'a énormément plu. Je l'avais vu, je n'avais pratiquement aucun souvenir, si ce n'est que c'était un peu complexe. Effectivement, c'est un film qu'il faut essayer de comprendre, parce qu'il y a toujours cette part où est le rêve, où est la réalité, à quel moment on bascule de l'un à l'autre. Il y a deux femmes, qui sont ces femmes exactement. Mais ce film, en fait, est quand même... de ce que j'ai vu, il dirige quand même les acteurs. C'est une très bonne direction d'acteurs, donc c'est très très bien joué. Et moi, Mulholland Drive, ça m'a vraiment plu. Mais si tu veux, Sailor et Lula, ça peut, je vais peut-être le finir, hein, parce que bon, faut pas non plus que je fasse ma minette. Mais oui, ça commence par du feu, le générique. Un énorme incendie. Un énorme incendie qui évidemment a un rapport avec le film, puisque dans le film il y a aussi un incendie, etc., où le papa de Lula est cramé. Voilà, ça veut dire qu'elle a une mère. Je veux dire. Aïe, 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 aïe. Voilà, c'est elle qui a fait cramer son mec, quoi, voilà, à l'aide c'est un gangster qui s'en est occupé. Alors moi, parce que Dominique m'a raconté la fin. Et là, je comprends plus. Parce que toute la partie que j'ai vue, c'est vraiment trash, quoi, c'est vraiment de la dinguerie, c'est de la chair à canon, tout ce que vous voulez. Et ça se termine, ils vécurent longtemps, il y aura beaucoup d'enfants, quoi. Et là, ça m'a complètement dézingué, parce que moi, je pensais que la fin, ça allait être l'apothéose de la boucherie, mais pas du tout. Ça se termine joliment. Enfin, si on aime bien les happy end. Mais alors c'est un road movie, et justement dans The Art Life, Lynch raconte qu'une fois il était avec ses copains, ils avaient fumé quand même un peu trop d'herbe, et il a pris la voiture et il roulait, et à un moment il s'est arrêté, et là ses copains lui ont dit mais qu'est-ce que tu fais? En fait, il était arrêté en plein milieu de l'autoroute. Ouais, moi, ça m'est arrivé avant que la voiture bascule dans la rivière, mais bon, c'est des souvenirs qui lâchent pour la grappe, hein, on doit dire. Voilà. Ouais, donc voilà, je trouve que son œuvre picturale est vraiment à découvrir. Donc peut-être il y aura d'autres expositions en France qui nous donneront envie d'y aller. Ah oui, là on y court, c'est sûr, parce que de voir, si vous voulez, des reproductions, même au cinéma, c'est plus fort que sur les livres, parce que bon, on voit quand même l'artiste en train de travailler, on voit le relief, on voit tout ça. Mais c'est vrai que les voir en vrai, ces œuvres, là, ça donne envie quand même beaucoup. Et aller aux États-Unis, il n'y a pas question pour l'instant, parce que avec le zigoto qu'il y a aux manettes, là-bas, on sera refoulé, même avant la frontière, on sera refoulé dès Paris. Mais en France, on pourrait encore circuler peut-être un peu. Se change en revolver et s'invite à calter en se gueulant comme les dingues et les bourrés se cherchent sous la pluie et se font boire le sang de leur vision perdue, et dans leurs yeux mescal masquant leur nostalgie, ils voient se dérouler la fin d'une inconnue. Ils voient des rois fantômes sur des flippers en ruine, crachant l'amour folie de leur nuit métropole. Croient voir venir Dieu, ils relisent leur livre et retombent dans leurs bras glacés de baby doll. Les dingues et les paumés se traînent chez les Borgia, suivis d'un vieil écho jouant du rock'n'roll, puis s'enfoncent comme des rats dans leur banlieue by night, essayant d'accrocher un regard à leur col. Et lorsque leur tumba joue à guichet fermé, ils tournent dans un cachot avec la gueule en moins, et sont comme les joueurs courant décapités, ramasser leurs jetons chez les dealers du coin. Les dingues et les paumés s'arrachent leur placenta et se greffent un pavé à la place du cerveau, puis s'offrent des migales au bout d'un bazooka.
te faisant danser jusqu'au dernier mammouth. Ce sont des loups frileux au bras d'une autre mort, piétinant dans la boue les dernières fleurs du mal. Ils ont cru s'enivrer des chants de mal d'aurore, et maintenant ils s'écroulent dans leur ombre animale. Les dingues et les paumés sacrifient Don Quichotte sur l'autel enfumé de leurs fibres nerveuses. Puis ils disent à leur reine en riant du boycott: la solitude n'est plus une maladie honteuse. Reprends tes valkyries pour tes valseurs maso. Mon cheval écorché m'appelle au fond d'un bar, et cet ange qui me gueule: viens chez moi mon salaud, m'invite à faire danser l'aiguille de mon radar. C'était Thiéphène, les dingues et les paumés. Et vous écoutez toujours, si vous n'êtes pas endormi, Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. 28 février 2017, je le rappelle, c'est peut-être le dernier jour du monde. L'émission Arracaille sous la pluie, avec, c'est la partie artistique, c'était le camarade David Lynch. Voilà, c'est fini maintenant. Salut David, à la prochaine. Et tout de suite, on passe aux expositions. Ouais, alors dans les expositions nouvelles, voilà, on va parler de Sabine Capel, qui était venue dans l'émission, expose à partir d'aujourd'hui à Noisy-le-Sec, dans un lieu qui s'appelle la Popote. Alors comme elle dit, c'est une épicerie buvette, donc on peut faire ses courses et il y a quand même une salle d'exposition derrière, au 54 rue Jean Jaurès. Donc elle va exposer du 28 février au 1er avril, donc une partie de son travail, une exposition qu'elle appelle des portraits comme des mots. Alors voilà ce qu'elle en dit, elle dit aux multiples facettes, quand on prend un pinceau, on a le sentiment que les choses se délient, deviennent plus faciles, et pourtant on ne sait pas ce qu'on veut dire, on ne sait pas exprimer ce qui nous habite. Les mots, on ne les trouve pas, mais la peinture nous guide à travers les mots. Quand on a fini son œuvre, on voit sur papier ce qu'on n'a pas pu dire ou raconter, et on se sent soulagé comme si les mots avaient contourné la peinture. On regarde, on se laisse envahir par des émotions multiples. Le portrait, parfois hybride, m'a toujours passionné. Donc voilà, c'est le travail que Sabine a réalisé dans un atelier d'art-thérapie au CATTP de Noisy-le-Sec. Ah. Je pense que pour y aller, vous prenez au château de Vincennes, vous prenez 114. Voilà. Enfin, ça vous rapproche beaucoup en tout cas. Ouais. Alors Sabine ne fait pas de vernissage, elle sera là de temps en temps, mais en tout cas, qu'elle soit là ou pas, son œuvre est vraiment à découvrir, tous ces portraits colorés. Là. Tout à fait, et là on a affaire, si vous voulez, à ce genre d'artiste qui n'a aucune notion de quoi que ce soit du commerce, qui travaille pas pour se faire du fric ou pour de la notoriété, mais qui travaille pour elle-même, enfin... Oui, pour elle-même, voilà, qui ne s'occupe de rien d'autre que de faire son œuvre, et voilà. Voilà, des portraits expressionnistes. Oui, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, j'en ai un chez moi. Ouais, toi, t'as de la chance. Ouais. Alors, il y a aussi, c'est 4 et 5 mars, donc c'est ce week-end. C'est Chuchu, c'est justement Sabine aussi, c'est Michel et c'est Anne-Emmanuel qui... sont un collectif de créateurs qui sont réunis depuis plus d'1 an. Ils travaillent à la rue qui est rue Robert Planck, dans un atelier qui s'appelle Les Saints. Et là, donc, ils ont réuni des peintures, des tissages sur châssis. Et c'est à la Caverne des Livres, c'est dans les anciens wagons postaux de la gare d'Auvers-sur-Oise. Donc, c'est les 4 et 5 mars, donc c'est de 11h à 17h.
On a reçu une petite invitation. Alors ça, c'est un musée qu'on ne connaît pas encore, mais qu'il faut qu'on aille découvrir à Gravelines. Justement, c'est le musée du dessin et de l'estampe originale. Et le carton, moi, m'a tout de suite séduit. C'est Mireille Baltard qui expose de l'impertinence à la métamorphose. Donc Mireille Baltard est graveuse et elle travaille. Apparemment, elle fait des collages et elle travaille sur du carton. Et la publicité la donne vraiment envie. Ça représente des enfants qui sont assis sur un siège. Il y a des personnages derrière un peu fantastiques et avec une robe jaune. Et derrière, tout est en noir et blanc et ça. Il y a quelque chose dans ce carton-là, quoi. Oui, tout à fait. Et si pitié coule du un peu. Donc ça, c'est à Gravelines. Gravelines, c'est du côté de Dunkerque. Une région qu'on aime bien. Dans les expositions dont on a déjà parlé, donc il y a toujours les lithographies qui étaient sorties dans la revue de Jean Grave, Les Temps Nouveaux à l'Isle-Adam. Ça, c'est jusqu'au 12 mars au musée Louis Saint-Lec. Et il y a La Chaudière qui, à partir de vendredi soir, fait une exposition sur des paysages demain. Quel paysage demain dans le nord-est, dans le 18e. Donc vendredi 3 mars à 18h30, il y a une soirée avec des lectures. On est aussi allé voir l'exposition Gilbert Père à la Halle Saint-Pierre, une exposition jusqu'au 23 avril, dont on fera probablement le thème d'une de nos prochaines émissions. Oui. Ce sont des montages à partir de matériaux de récup. Surtout du métal. Voilà. Non, c'est pas ça, si. Voilà, des montages animés et musicaux. Bien, et puis... j'oubliais. J'oubliais. Il y a une conférence au musée de Gournay-sur-Marne, donc ce musée Eugène Carrière. Ouais. C'est samedi après-midi, c'est Destin de femme. Voilà. Ouais, c'est Sylvie Le Graciet qui anime cette conférence. Absolument, conservatrice, très sympa. Bien, et le culturel de la semaine, c'est chargé aussi. Hein. Ouais, c'est chargé. Je m'y colle. Ouais. Donc sur tes conseils, j'ai regardé un film que tu avais vu qui s'appelle La mauvaise réputation. C'est un film de Gérard Max qui raconte les premières années de Georges Brassens, depuis son enfance à Sète jusqu'à sa montée à Paris et son premier succès dans le cabaret de Patachou. Et ça nous a... Il y a plein d'émotions. Et par contre, ce qu'il faut préciser, c'est que j'ai mis le lien sur le blog. Ça commence comme un navet. Donc, il faut passer les 5-10 premières minutes qui sont un peu dures parce que il y a eu un problème de casting où, en fait, Brassens, au départ, est collégien et les acteurs sont les mêmes que ceux qui seront gardés par la suite. Donc, ça sonne un peu faux. Voilà, il faut passer ce cap pour rentrer dans le film. Et là, après, c'est vraiment sympa. Toutes ces évocations de ces années parisiennes quand il est avec Jeanne. On apprend qu'il a été aussi au STO. Moi, je savais pas. Sa participation au Monde libertaire. Et sa persévérance à vouloir chanter. Enfin, au départ, il voulait pas chanter, il voulait être écrivain et poète. Ouais. Toute cette persévérance jusqu'au succès qui finit par arriver, quoi. Oui, grâce à qui ? Grâce à Patachou. Patachou. Voilà. Et puis, alors là, je m'y colle, les enfants juifs sauvés pendant la guerre de Jean-Christophe Porte et Rémi Bénichou. Alors, c'est les enfants juifs qui étaient à l'hôpital Rothschild, à l'hôpital des enfants à Paris. Et alors là, c'est une vieille dame qui était infirmière à cette époque-là dans cet hôpital, qui a 94 ans et qui est à la manœuvre pour raconter cette histoire, voilà. Et on voit des adultes, presque des vieillards, des gens qui ont 70 ans maintenant, qui étaient des gamins pendant la guerre dans cet hôpital et qui se souviennent de cette vieille dame, enfin de cette infirmière qui était jeune, hein, qui n'était pas vieille, qui a permis évidemment le sauvetage de beaucoup d'enfants puisque les gens de Pétain, là, les flics, les magistrats, les gendarmes venaient régulièrement faire des ponctions dans cet hôpital, enlever des enfants qui étaient plus ou moins guéris pour compléter les convois de Drancy vers les camps d'extermination. Vous voyez le truc, vous voyez la légèreté. Voilà, alors tout ça c'est raconté d'une manière très sobre, très voilà, on n'essaye pas de faire venir des larmes aux yeux des gens. Malgré tout, on a chialé copieusement avec mes camarades en regardant ça, voilà, parce que c'est insoutenable d'une certaine manière.
Et surtout, mais je vais pas tout vous raconter parce que je vais me faire molester par ma camarade hein, qui aime pas beaucoup que je raconte tout. Voilà, mais il y a en tout cas une anecdote qui est significative de cette pourriture de notables français. Un magistrat qui est venu évidemment lui aussi pour faire ce boulot pourri de prélever, si vous voulez, de la chair humaine pour les convois de la mort, et de la chair humaine enfantine, voilà. Et qui, après la guerre, a été condamné, évidemment, à l'infamie, qui a perdu son boulot de magistrat, avec le témoignage, justement, de gens qui... Voilà, bref, bon. Et puis, qui, quelques années plus tard, a été réintégré dans la magistrature, voilà. Et ça a été comme ça, c'est pour un cas unique, hein, pratiquement tous les gens qui étaient compromis avec Pétain et les nazis, etc., c'était la majorité des fonctionnaires. Mais il était médecin, en fait. Non, c'était pas un médecin. Oui, pardon, un médecin. C'était un médecin, justement, qui avait laissé faire, quoi. Et qui, mais il n'y avait pas un magistrat dans le coup. Il y a eu un procès, donc il aurait dû avoir une indignité. Et en fait, cette femme, collègue, elle a compris qu'il s'était rien passé et qu'il continuait d'exercer. Non, mais au départ, il a été quand même démis de ses fonctions et il a été réintégré après comme une majorité de policiers qui avait été remplacé à la Libération par des résistants, qui étaient entrés dans la police. Et quand il y a eu les grandes grèves des années 50, ils étaient un peu mollassons pour réprimer tout ça. Donc on a réembauché massivement les policiers collaborateurs du régime vichiste et des nazis, comme les magistrats d'ailleurs, parce que des magistrats qui condamnaient des résistants à mort, etc., etc. Voilà, on est en plein dans des beaux souvenirs de cette belle république fraternelle, égalitaire, etc., etc. Ouais. C'est à vomir, et surtout quand ce sont les enfants qui en sont victimes. Ouais, alors ce doc, effectivement, il souligne ce courage de ces femmes qui avaient 20 ans à l'époque, de ce réseau qui a été monté. D'ailleurs, celle qui témoigne, c'est la seule, en 2014, c'est la seule survivante, depuis elle est décédée, mais justement de ces autres femmes, dont une assistante sociale qui avait carrément un réseau d'évasion et qui n'a jamais parlé, même arrêtée par les Allemands, de femmes n'ont jamais raconté ce qui se passait. Voilà, c'est ça, tout à fait. Non, c'est un très très bon doc. Donc c'est pareil, ça existe, c'est sur YouTube, donc je l'ai mis en lien, sur notre blog. Sinon, on a vu le film de Lucas Belvaux chez nous. Ouais. C'est bien. Oui, c'est bien. C'est peut-être moins bien que ce que j'espérais, mais bon, je trouve que ça montre évidemment la pourriture du front, mais pas assez à mon avis. Je trouve que si, ça la sous-entend bien justement toutes les magouilles, toutes ces amitiés quand même avec l'extrême droite, enfin tout ce qui correspond maintenant au discours de Marine Le Pen qui veut quand même redorer un peu son parti, donc les consignes de pas avoir de mots qui soient trop vulgaires, de faire attention à ce qu'on dit et comment on peut se retrouver embobiné justement dans ce système quand on n'a pas une conscience politique développée, quoi. Oui, même si on est d'une famille qui en avait une. Et puis Émilie Dequesne, quand même, c'est pareil, joue. Tous les acteurs sont parfaits. Dussolier, Émilie Dequesne joue très très bien, quoi. Dussolier, là, si vous voulez, il est à contre comment dire. Il fait pas du tout. C'est vraiment une ordure dans le film, faut voir. C'est quelque chose de terrible. Il joue très bien d'ailleurs, parce que bon, pour arriver à coller comme ça à ce personnage pourri, faut le faire. Ouais. Et moi j'ai regardé donc La fille inconnue des frères Dardenne, leur dernier film, avec Adèle Haenel dans le rôle d'une jeune femme médecin qui, un soir de garde, elle est avec son stagiaire et ça fait 1 heure que le cabinet est fermé et en fait quelqu'un sonne à la porte et comme ça fait 1 heure qu'elle a terminé de travailler, ils sont fatigués, elle ne va pas ouvrir et en fait elle va apprendre par la suite la mort de la femme qui est venue frapper quand des policiers vont venir lui demander s'ils peuvent regarder la caméra de surveillance qu'il y a devant chez elle. Et donc elle va porter cette culpabilité, donc elle va faire tout pour retrouver l'identité de cette jeune femme, quoi. Et bon, les frères Dardenne, c'est quand même en général du très bon cinéma, et c'est pareil, Adèle Haenel est fabuleuse de vérité, d'authenticité, quoi. Voilà. Bon, on évitera les deux, on parle pas des deux Lynch, non. Les films de Lynch, on peut
On peut les regarder, mais il n'y a pas grand-chose. Enfin, les films de Lynch, voilà, il y a des films qui sont des films dans lesquels on peut à peu près suivre l'histoire, comme Elephant Man, même Sailor et Lula, il y a quand même un fil conducteur. Des films comme Mulholland Drive qui sont un peu complexes parce que d'un coup on bascule dans autre chose, donc il faut savoir à quel moment on est dans la réalité, à quel moment on est dans le rêve. Et après, moi, les autres, je les ai pas regardés, donc je pourrais pas beaucoup en parler, quoi. D'accord. Las tierras de España, las grandes, la sola desierta llanura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suenan, resuenan las tierras de España en las ranuras. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. Nadie que enfrente, no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrar